Gabon, près de mois après le pic de violence post-électorale, environ 70 personnes, dont plusieurs figures de l'opposition, sont toujours en détention. Elles devraient être fixées sur leur sort lors d'une audience le 4 octobre. Au Niger, les enseignants des 8 universités du pays observent une série de grèves depuis le début du mois de septembre. Ils exigent entre autres le paiement de 4 mois d'arriérés de salaire. Enfin, au moment où le Venezuela traverse une grave crise économique et politique, ses habitants sont déprimés et angoissés. Une équipe de psychologues a décidé de venir en aide. Voilà pour le sommaire. Bienvenue, bonjour à toutes, bonjour à tous. Au Gabon, près de mois après le pic des violences post-électorales, environ 70 personnes, dont plusieurs figures de l'opposition, étaient toujours en détention. Selon une source judiciaire, une trentaine de personnes ayant fait l'objet d'un jugement en comparution immédiate sont toujours incarcérées. Elles devraient être fixées sur leur sort lors d'une audience le 4 octobre. Parmi les opposants toujours entre les mains de la justice, l'ex-député Bertrand Zibi a bégayé. Ce dernier avait démissionné en provoquant publiquement Ali Bongo par un discours en sa présence fin juillet. Entre autres chefs d'accusation, il est mis en examen pour incitation à la révolte et acte de nature à troubler la paix publique lors des événements post-électoraux. Pour rappel, le Gabon a connu un pic de violence de 48 heures après l'annonce de la victoire d'Ali Bongo Ondimba, qui a prêté serment mardi dernier pour un deuxième septennat. Les violences ont fait 3 morts selon le gouvernement et plusieurs dizaines selon l'opposition. En République démocratique du Congo, les délégués au dialogue national réunis ce vendredi à Kinshasa ont décidé, après 10 jours de suspension de travaux, d'engager des négociations directes. La finalité, la signature d'un accord devant sanctionner la fin des assises, censé résoudre la crise qui secoue le pays. Plus de précisions à travers ce reportage. Après une suspension de 10 jours, le dialogue politique lancé début septembre a enfin repris à Kinshasa. Préalablement soumis aux délégués, le projet d'accord politique censé sortir la RDC de la crise qui la secoue, voilà déjà plusieurs mois, revient sur tapis. Son texte prévoit la mise sur pied d'un gouvernement d'union nationale piloté par un Premier ministre issu de l'opposition. Un point sur lequel opposition et majorité se sont mis d'accord. Le document restait muet sur la probable date pour la tenue de la prochaine élection présidentielle. Les leaders de l'opposition participant au forum disent craindre le piège d'une transition sans fin. La reprise des pourparlers devrait clarifier une fois pour toutes le clair-obscur du président de la commission électorale qui devrait prendre la parole. L'opposition dit attendre qu'il annonce enfin un calendrier détaillé, non seulement de la présidentielle, mais aussi des élections locales. Seule certitude en croit la commission électorale, la présidentielle ne pourra pas se tenir en novembre, ce qui ravive les tensions dans le pays à moins de 3 mois de la fin du second mandat du président Kabila. Dans l'espoir de sortir le pays de l'impasse, une partie de l'opposition menée par Vital Kamerhe participe au dialogue politique et compte bien y rester. L'autre bord, emmené par Étienne Tshisekedi et Moïse Katumbi, rejette le forum en cours et exige le départ pur et simple de l'actuel chef de l'État au terme de son mandat. L'ancien président burkinabé Blaise Compaoré ne sera poursuivi ni pour haute trahison, ni pour attentat à la Constitution, selon le procureur de la Haute Cour de justice. Il a un vide juridique qui profite à l'ex-homme fort du Burkina Faso. En effet, les infractions de haute trahison et d'attentat à la Constitution ne sont pas prévues dans le droit positif burkinabé. Blaise Compaoré reste toutefois poursuivi en tant que ministre de la Défense pour la répression des journées d'insurrection d'octobre, ainsi que dans le cadre du dossier de la mort de l'ancien président Thomas Sankara, tué en 1987. Mesdames et messieurs, cette édition suit son cours. Enquêter sans délai sur les violations des droits de l'homme commises au Burundi depuis avril 2015. C'est la charge d'une commission du Conseil des droits de l'homme a lancé ce vendredi à Genève une résolution en ce sens a été approuvée par 19 voix contre, 7 pour et 21 abstentions. Les violations des droits de l'homme et atteintes à ces droits commises au Burundi depuis avril 2015 refont surface. Les enquêteurs ont ainsi pour mission de mener une enquête minutieuse, notamment pour en évaluer l'ampleur. Ils devront déterminer s'il s'agit de crimes de droit international.
La commission lancée ce vendredi par le Conseil des droits de l'homme à Genève a un mandat d'une durée d'1 an. D'ici à la 34e session du Conseil, prévue en mars 2017, elle a à travailler sans relâche, car à l'occasion, elle devra présenter ses premières observations. Les principales tâches se résument à l'identification des auteurs présumés des violations et à la formulation des recommandations sur les mesures à prendre pour garantir que les auteurs de ces actes aient à en répondre. Pour l'aboutissement de cette mission, appel a été lancé au gouvernement burundais de coopérer. Cette résolution fait suite à la publication d'un rapport de l'ONU le 20 septembre. Ce dernier accusait le gouvernement burundais d'être responsable de graves violations des droits systématiques et constantes. L'ambassadeur du Burundi au Conseil, Renova Tabou, a fustigé la résolution, déclarant qu'elle contient beaucoup de mensonges, de contre-vérités et des affirmations fondées sur un rapport très contesté par le gouvernement du Burundi. Pour le diplomate, la situation est normalisée dans son pays et la population vaque normalement à ses activités quotidiennes. Je l'annonçais en titre, au Niger, les enseignants des 8 universités du pays observent des séries de grèves. Depuis le début du mois de septembre, ils exigent le paiement de 4 mois d'arriérés de salaire ainsi que 3 trimestres de primes de recherche. Mais à la date d'aujourd'hui, ils n'ont toujours pas eu gain de cause. Je vous propose de suivre pour plus de précisions Bakasso Sahabi, le secrétaire général du syndicat national des enseignants-chercheurs du supérieur. Il est au micro de notre correspondant au Niger, Abdul Karim Mahamadou. Quand on avait posé les préavis de grève, le tout premier mode de grève, donc Zender, par exemple, l'université de Zender, située à plus de 900 km de Niamey, avait jusqu'à 4 mois d'arriérés de salaire et 3 trimestres de primes de recherche. Maradi avait 2 mois d'arriérés de salaire et 2 trimestres de primes de recherche. Et enfin, Tawa avait 2 arriérés de primes de recherche. Voilà, c'est ce qu'on avait réclamé, tout simplement. Si on est arrivé à subir des arriérés de salaire jusqu'à l'ordre de 4 mois d'arriérés, je crois que c'est une responsabilité. C'est des démarches qu'on a eu à mener avec notre ministre de tutelle. Il y a eu des démarches, il y a eu des promesses, n'est-ce pas? Depuis mai, on était derrière ces dossiers-là, mais rien n'avait donné. Et on était obligé. Donc je rappelle que le 29 et le 30 août dernier, on avait fait réunir toutes les sections. Parce que je rappelle qu'il y a un bureau national et chaque université a un bureau qui constitue donc la section. On était réunis ici et on a fait la situation de toutes ces universités. Entre autres problèmes, c'est le problème des salaires et des primes de recherche qu'on avait posé. On a dit que ça, c'est vraiment c'est le point de départ. Il faut régler. On ne peut pas rester jusqu'à 4 mois sans avoir son salaire. Et entre autres, il y avait d'autres problèmes sur lesquels on ne va pas revenir ici, mais voilà l'objet de notre grève, voilà, tout simplement. En Centrafrique, les jeunes de la commune de Bimbo, près de Bangui, organisent une campagne de projection itinérante de films sur la cohésion sociale. Cette action de la jeunesse traduit sa prise de conscience face à la question de l'insécurité dans le pays. Projection de films, débats, échanges. À chaque séance, la Maison des Jeunes, à la périphérie de la capitale centrafricaine, fait salle comble. C'est qu'ils doivent travailler, être conscients que leur pays doit se développer et que nous devons agir pour sa reconstruction. L'idée, c'est d'entretenir les jeunes sur la culture de la paix et enseigner le vivre ensemble à la faveur de la sécurité qui commence à revenir dans les quartiers. La qualité de l'image, le message que le film déjà donne peut motiver chacun à cultiver la paix là où il est. Les films qui sont projetés ont été entièrement écrits et tournés par les jeunes eux-mêmes. Une manière pour eux d'apporter leur pierre à la reconstruction du pays. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas attendre que des partenaires, que du gouvernement pour se mobiliser pour le retour de la paix dans notre pays. Mais en tant que jeunes, il nous faut nos courages. Les jeunes prennent peu à peu conscience des problèmes que connaît leur pays. En s'impliquant dans les actions de sensibilisation sur l'éducation à la citoyenneté, ils veulent tourner définitivement le dos à la violence.
Le ministre de l'économie et des finances français, Michel Sapin, a rencontré ce vendredi à Paris les gouverneurs des banques centrales et les présidents des institutions régionales de la zone franc pour échanger sur les grands enjeux économiques et monétaires d'intérêt commun avant les assemblées d'automne du FMI et de la Banque mondiale organisées la semaine prochaine. À Washington, il ressort de cette rencontre que le rejet ou non du franc CFA n'est pas la solution aux problèmes économiques actuels. Nous écoutons quelques participants à cet effet. Il y a beaucoup d'entreprises françaises qui travaillent en Afrique. C'est à nos amis africains de dire s'ils se comportent en prédateurs ou si elles apportent aussi des éléments de croissance. Je ne dis pas qu'elles sont toutes irréprochables. D'ailleurs, une des demandes justifiées de nos amis africains, et je suis à leur côté, c'est, pour employer des termes un peu techniques, d'éviter une érosion des bases fiscales, pour le dire autrement, que lorsque des entreprises agissent et font des bénéfices dans un pays, elles aient dans ce pays une contribution au budget, au financement de l'économie de ce pays. Ce n'est pas le franc CFA qui est en crise, c'est plutôt une conjoncture internationale due à des chocs qui impactent négativement nos économies et qui fait que les économies aujourd'hui connaissent des difficultés et que maintenant nous cherchons des solutions idoines pour endiguer la crise et trouver les moyens de booster la croissance. Le problème ne se pose pas au niveau du franc CFA. En tout cas pour les gestionnaires que nous sommes, parce que ce n'est pas là la préoccupation aujourd'hui. La préoccupation, c'est de maintenir une croissance, c'est de financer les investissements et de faire de telle sorte que cette croissance soit inclusive autant que faire se peut et qu'elle puisse permettre de lutter à la fois contre la pauvreté et contre les inégalités. Je crois que c'est ça qui est important. Stress collectif au Venezuela au moment où le pays traverse une grave crise économique et politique. Ses habitants sont déprimés et angoissés. Une équipe de psychologues a décidé de les aider. Les détails. Nous avons observé un grand nombre de Vénézuéliens qui traversent ce que j'appellerais un cocktail de sentiments. On voit des cas de dépression, des cas de panique, de crise d'angoisse, de rancœur, de rage. Connus pour leur bonne humeur et leur accueil chaleureux, de nombreux Vénézuéliens ont perdu le sourire. Et pour cause, le pays fait face à une profonde crise économique et politique liée à la chute des cours du pétrole et aux affrontements entre gouvernement et opposition. L'opération Psychologue à la rescousse, initiée par un collectif de psychologues, vise à aider les Vénézuéliens à surmonter ces moments difficiles. Cette initiative a pour mission de prendre en charge les personnes qui ont besoin de notre aide par 7 ans de crise. Nous croyons que la santé mentale est importante et nécessaire. Et quand il y a une crise, surtout la crise que nous sommes en train de vivre, en particulier au niveau alimentaire et au niveau des médicaments, les gens en état de stress ont besoin d'aide. Selon les psychologues, le stress collectif est aussi causé par les rumeurs qui se propagent sur les réseaux sociaux ou dans la rue. Certains patients ne consultent que par vidéoconférence car ils ont peur de sortir dans la rue à la tombée de la nuit. Ce sera tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne journée à chacun et à tous.